Alors bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer cette deuxième conférence du Conseil scientifique Plan Climat et Capitale Verte. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est inégaux face au changement climatique. Quelle vulnérabilité avec un S et quelle responsabilité avec un S. Je m'appelle Hélène Clos, je travaille à la Métropole, à la mission Stratégie, Innovation et Participation, et je serai l'animatrice du débat ce soir. Je vais commencer par quelques petites consignes techniques, puisqu'on a essayé un dispositif un peu audacieux, puisqu'il y a à la fois des gens en présentiel dans cette salle du Conseil métropolitain et des gens à distance. Et on va essayer de faire de l'interactivité avec l'application Klaxoon. Donc aussi bien en présentiel qu'en distanciel, vous êtes invités à vous connecter sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui apparaît dans le chat. Dans le chat, c'est encore plus facile sur Zoom parce que vous pouvez directement cliquer sur le lien. Et donc voilà, vous verrez qu'au fur et à mesure, on va vous proposer de répondre à des questions. Le petit point technique, c'est que pour qu'on puisse bien collecter vos réponses, pensez bien à appuyer sur « Valider » votre réponse. Voilà, et donc ça va s'insérer au fur et à mesure des présentations de Thierry Lebel et Sabine Lavorel. Vous verrez, on va prendre cette première heure d'aller-retour entre des questions et leurs interventions. Et on prendra, lors de la dernière demi-heure, un temps de questions-réponses. Donc pour les personnes qui sont à distance, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. Et puis on prendra évidemment des questions de la salle en essayant d'être à peu près équilibré entre les deux. Voilà pour les aspects techniques. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions dans la salle, vous pouvez lever la main et on viendra vous voir. Et à distance, n'hésitez pas à mobiliser le chat. Donc, je vais commencer par passer la parole à Magali Talandier, qui est présidente du Conseil scientifique Capitale Verte et Plan Climat, pour qu'elle nous dise en 2 mots ce que recoupe cette instance. Très bien, merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont aussi en ligne avec nous. Donc en effet, comme l'a dit Hélène, j'ai le plaisir de présider ce conseil scientifique. Et donc on est un groupe de chercheurs. Il y a à peu près une quarantaine de chercheurs au sein de ce conseil scientifique qui existe depuis 2 ans maintenant. Et ce conseil scientifique a pour mission à la fois d'éclairer, on va dire, les décideurs, l'action, donc d'instaurer un dialogue avec les élus et les acteurs publics du territoire grenoblois, mais aussi, et c'est l'une des possibilités qu'offre Capitale Verte 2022, c'est aussi d'engager le dialogue avec le plus grand nombre, donc avec toutes les citoyennes, tous les citoyens qui le souhaitent. Et c'est l'objet de nos rencontres, de ces conférences comme aujourd'hui et des autres rendez-vous à venir. Donc, notre mission, à la fois dans le cadre du plan climat, air, énergie de la métropole et dans cette dynamique de Capitale Verte 2022, c'est vraiment d'ouvrir la science, de partager nos résultats et d'en débattre, bien sûr, d'organiser des controverses et de rythmer comme ça toute l'année 2022, chaque mois sur les thèmes qui sont au programme officiel, donc chaque mois sur des thèmes différents. Nous vous proposerons des rencontres, des pièces de théâtre, des expositions, des balades urbaines, donc vraiment des formats très différenciés pour venir à votre rencontre et échanger, dialoguer, répondre à vos questions et essayer d'avoir comme ça un temps avec la science, avec la recherche. Donc aujourd'hui, c'est notre 2e rendez-vous, toujours sur le thème du climat, donc inégaux face au changement climatique. Je laisserai nos 2 intervenants se présenter. Et moi, je voulais aussi vous donner rendez-vous pour les prochaines étapes, essayer de mobiliser l'attention puisque vous êtes là. Donc les prochaines étapes, les prochains rendez-vous, ça sera très vite au mois de février, sur la thématique de l'air, qualité de l'air et santé, qualité de l'air ou mauvaise qualité de l'air aussi, évidemment, et santé. Et donc, on vous donne rendez-vous le 3 février pour une conférence théâtralisée au Café des Arts, donc une pièce de théâtre suivie d'un débat organisé avec les scientifiques spécialistes de ces questions. On sera aussi le 11 février à la Bobine, cette fois-ci pour traiter du thème santé
et qualité de l'air sous forme d'un grand débat citoyen. Donc c'est aussi un moment important pour mobiliser chercheurs et tout public. Et puis le 25 février, la pièce de théâtre que vous aurez déjà peut-être vue le 3 février, vous pourrez venir la revoir le 25 février à Visil. Donc ça, c'est aussi important pour nous de proposer évidemment des événements à Grenoble, mais aussi dans les communes et territoires alentours, puisque cette année 2022, elle est aussi faite pour mobiliser tout le territoire grenoblois. Vous trouverez toutes nos informations concernant Capital Vert 2022 sur le site dédié greengrenoble.eu, je crois. Donc il y a les rubriques du conseil scientifique, ils sont indiqués. Il y a aussi un site internet dédié à ce que fait ce conseil scientifique. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de nous contacter, n'hésitez pas. Il y a la liste des chercheurs et nos adresses mail. Et puis, dernière petite information, on a aussi décidé de laisser une trace écrite finalement de toutes ces rencontres et de tout ce que l'on a envie aussi de partager avec vous. Et on propose donc des textes, des petits textes courts, on espère faciles et agréables à lire, disponibles gratuitement en téléchargement. Et on fait ça en partenariat grâce à l'aide des presses universitaires de Grenoble, donc les PUG. Et donc sur le site des presses universitaires de Grenoble, vous trouverez la collection Transition environnementale qui, au fur et à mesure des mois de l'année 2022, va s'épaissir et accompagner aussi cette démarche collective du conseil scientifique sur ces débats citoyens autour des travaux et des recherches et des résultats de la science. Merci beaucoup, bon débat, bonne présentation, et puis au plaisir de vous recroiser dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Magali. Donc, ce soir, on accueille Thierry Lebel, qui est directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement et à l'Institut de recherche pour le développement, et Sabine Lavorel, qui est maître de conférences en droit public au Centre de recherche juridique de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, c'est intéressant de les avoir tous les deux. Ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent en binôme, parce que l'enjeu, c'est qu'il y ait bien ce dialogue entre les constats qui seront apportés par Thierry, la situation à l'échelle planétaire, et puis les moyens d'agir, et notamment comment est-ce qu'on peut mobiliser le droit comme moyen d'agir face aux inégalités, aux vulnérabilités différenciées du changement climatique. Et donc, c'est plutôt Sabine qui nous éclairera sur ce volet-là. Donc, ils vont articuler leurs deux interventions selon ces modalités. Thierry, on te passe la parole et vous êtes tous invités à aller sur Klaxoon. Merci Hélène. Donc effectivement, je vais essayer de dresser le constat assez rapidement. J'ai choisi une approche qui est très globale, assez planétaire, mais vous verrez que beaucoup de choses que je vais dire, vous pouvez les projeter à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire que la question des inégalités de vulnérabilité face au changement climatique, on les voit très bien quand on regarde la planète, mais finalement sur un territoire, on a un peu le même genre de problématique. La première chose, donc là, hop, on m'entend, oui, peut-être, ils sont un peu récalcitrants ces micros. D'accord. Donc, est-ce que je peux avoir la première dia? C'est un peu technique. Oui, non, je vois. Voilà, suivante, merci. Voilà. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien les deux figures qui sont là. On est là pour parler de réchauffement climatique, vous le savez. La première figure à gauche vous montre une évolution des températures depuis l'an zéro. Alors, bien entendu, on a des techniques pour reconstruire quelles étaient les températures de la planète. À l'époque, on n'avait pas des réseaux de mesure. Mais ce sur quoi je voulais juste attirer votre attention là-dessus, c'est la courbe, la partie droite de la courbe sur laquelle vous voyez que j'ai mis il y a une ellipse entourée en jaune, qui montre qu'il y a eu une augmentation extrêmement rapide des températures depuis le milieu du 19e siècle, environ depuis les années 1850. Donc ce que vous voyez, la courbe de gauche vous montre que les températures mondiales, elles oscillent. Voilà, le climat, c'est pas quelque chose de parfaitement stable. Mais on voit très clairement une augmentation extrêmement importante à partir du milieu du 19e siècle. Ça, c'est un premier constat, qui est un peu à la base de la science du changement climatique, va-t-on dire.
À droite, vous avez une autre courbe, une autre figure sur laquelle vous avez 3 courbes, qui est un espèce de zoom sur la période 1850-2020 de la courbe de gauche pour ce qui est de la courbe noire, qui est la courbe des températures. Et en regard de cette courbe noire, qui est la courbe des observations, on a une courbe rouge et une courbe bleue. Et la courbe bleue, alors ces deux courbes sont obtenues par des simulations climatiques. La courbe bleue, c'est la courbe qu'on obtient quand on fait finalement, on simule le climat terrestre en considérant qu'on n'a pas touché à la teneur des gaz à effet de serre. Donc on l'a laissé au niveau moyen qu'elle a depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire autour de 280 ppm. Et ce que vous voyez, c'est que entre, disons, 1850 et 1950, 1940, eh bien finalement, les courbes rouges et bleues suivent assez bien la courbe noire, mais qu'à partir de 1950, la courbe bleue, qui suppose donc que la teneur des gaz à effet de serre était constante, elle décroche complètement. On est incapable de reproduire l'évolution actuelle des températures de la planète en supposant que les teneurs de gaz à effet de serre n'auraient pas évolué. Et à l'inverse, la courbe rouge, elle, suit beaucoup mieux. Alors, elle ne suit pas parfaitement, hein, c'est des modèles, donc on n'est pas dans un monde parfait. La courbe rouge permet de reproduire assez fidèlement cette augmentation assez soudaine des températures depuis 1950. Et dans cette courbe rouge, eh bien, qu'est-ce qu'on met ? On met justement l'évolution de la teneur en gaz à effet de serre telle qu'on la mesure de nos jours. Donc ça, c'est un peu la première mise en évidence qu'on a un réchauffement très soudain et que ce réchauffement est lié pour l'essentiel à l'augmentation de la teneur des gaz à effet de serre. Alors pourquoi j'ai tenu à montrer cette première diapositive ? C'est parce que ce qui est très important dans cette figure, c'est la soudaineté du signal. J'aurais pu vous montrer le signal de température, non pas depuis l'an zéro, mais depuis 5 ou 10 000 ans en arrière. On aurait vu qu'il y avait une grande stabilité du climat à l'époque où en fait les civilisations humaines se sont développées depuis le milieu de l'Holocène. Et ce qui pose problème, véritablement, c'est l'augmentation de cette température. C'est-à-dire que ça va très vite et que donc ça génère, ça oblige à s'adapter. Voilà. Donc, différents niveaux, on y reviendra probablement plus tard. Et cette adaptation, en fait, elle va générer cette nécessité de s'adapter très vite. C'est le premier facteur de création d'inégalités. C'est-à-dire que si vous prenez différentes espèces animales ou différentes espèces végétales, vous avez des espèces qui sont capables de migrer très rapidement et d'autres qui n'en sont pas capables. Et donc on sait déjà qu'il y a des espèces qui vont disparaître parce qu'elles ne sont pas capables de migrer à la vitesse qui serait nécessaire pour leur survie compte tenu de la soudaineté du signal climatique. Ce qui est vrai entre les espèces, c'est vrai également au sein de l'espèce humaine, et donc ça, c'est des sujets sur lesquels je reviendrai. Diapositive suivante. Voilà, oui. Alors ça, c'est ma deuxième diapositive avant qu'on en vienne à une petite question quiz. C'est juste pour vous montrer les deux signaux. Donc, à gauche, c'est les émissions de CO2 et à droite, c'est les émissions de température. Alors, les émissions de température, je ne rentre pas dans le détail de ce qui est sur cette courbe, mais je voulais juste vous montrer que les émissions de CO2, elles commencent à décoller au milieu du 19e siècle, donc ça ne surprendra, je pense, personne ici. C'est le début de l'utilisation massive des énergies carbonées liées à la révolution industrielle. C'est une augmentation que vous voyez, elle est extrêmement régulière. Il n'y a pratiquement pas eu de répit. Le premier, il y a eu 2 répits un peu significatifs. Un au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Un second, petit infléchissement, c'était la chute de l'Union soviétique, qui avait une industrie qui était très carbonée. Et puis, il y a eu, bien entendu, la crise Covid en 2020. Mais sinon, ce que vous voyez, c'est que c'est une augmentation tout à fait régulière et linéaire, alors que pour les températures, à droite, on a un signal qui est un peu plus bruité. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que ce décollage sur les températures, il est décalé en temps par rapport au décollage sur les émissions de CO2. On n'a pas le temps de faire un cours complet de climat ici. Disons que ça représente une forme d'inertie de la réaction du système climatique par rapport au forçage. Quand on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on force le système climatique et donc il y a un décalage dans la réponse.
Je le mentionne ici parce qu'il y a eu toute une époque où les climato-sceptiques tenaient le haut du pavé et justement parlaient beaucoup de ce hiatus des températures des années 1950-1960 en disant que finalement, ce n'était pas si évident que ça, que la température de la planète augmentait. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune ambiguïté. Pour rappel, on est aujourd'hui à plus 1,26 degrés. Au moment de la COP 21 à Paris, où soi-disant on allait tout régler, on était à plus 0,85. Donc on avait pris 0,4 degrés à peu près en 40-50 ans, et là on a repris 0,4 degrés quasiment en 6-7 ans. En plus avec la crise de Covid au milieu. Donc vous voyez que vraiment il y a cette notion d'accélération est très importante. Voilà, donc ces émissions de CO2 qui sont quand même un peu le grand méchant loup dans cette affaire, on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des citoyens de l'agglomération. Alors, on vous propose une première question quiz. On va vous demander, effectivement, le CO2, c'est lié notamment à notre empreinte carbone. Et première question un peu générique, quelle est selon vous l'empreinte moyenne totale, y compris les émissions importées, Thierry pourra peut-être revenir là-dessus, d'un Français? Donc l'empreinte moyenne totale, est-ce que c'est 7 tonnes équivalent CO2, 9 tonnes, 11 tonnes ou 15 tonnes? Donc, vous pouvez répondre sur votre application. Vous pouvez discuter avec votre voisin. Non, pas trop. Normalement, surtout vous avez les réponses qui arrivent en direct sur vos écrans. Donc, est-ce que vous y arrivez? Donc, est-ce que vous pensez que c'est 7 tonnes? On est sur un Français, hein, y compris les émissions importées. 9 tonnes, 11 tonnes ou 15 tonnes? Alors, vous avez à peu près tous réussi à répondre? Oui, vas-y. Je choisis son dernier. Alors, donc on va voir les résultats. C'est correct. Donc, vous avez répondu, en fait, la majorité d'entre vous, pour 50%, la moitié des répondants ont répondu 9 tonnes. Donc, vous étiez plutôt plus optimiste sur les Français par rapport à la moyenne nationale, ou peut-être que vous avez en tête la différence entre émissions nettes et émissions, y compris émissions importées. C'est ça? Alors, je vais faire un petit commentaire là-dessus. C'est justement une dia que j'avais corrigée. Cette question sur les chiffres pointe sur un sujet. C'est qu'on est incapable d'estimer de façon très précise, à la décimale près, quelle est l'empreinte carbone d'un citoyen français. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une différence. La France est beaucoup désindustrialisée et donc il y a une différence évidente entre l'empreinte du pays, d'accord, donc ce qu'on émet, ce qui est émis sur le territoire français, et si on voulait faire l'empreinte directe moyenne d'un Français, vous divisez ce qu'on émet au niveau français par le nombre d'habitants. Ça nous met autour de 6-7 tonnes d'émissions, ce qu'on appelle des émissions directes. Après, il y a les émissions totales qui incluent ce qu'on appelle l'indirect, et ça, c'est tout ce que vous importez. Voilà, cet ordinateur-là que j'ai devant moi, fabriqué en Chine, oui, les émissions de carbone, elles ne sont pas sur le territoire français, elles ont été sur le territoire chinois. Et donc, si vous voulez estimer ça correctement, il faut estimer tous les produits qu'on importe. Alors, on en exporte aussi, donc il y a la balance du commerce extérieur, très déficitaire en France. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'étapes pour essayer d'arriver à des méthodes un peu stabilisées d'émissions. Et donc, le 11 tonnes, c'est ce que Sabine me disait que c'est ce qu'il y a encore sur le site du ministère. Mais aujourd'hui, en gros, on est sur une fourchette de 9 à 10 tonnes, plus ou moins 10%. D'accord ? Et ça, c'est très important. Je n'ai pas commenté sur les courbes précédentes, si elle est encore là. Non, enfin, ou celle d'avant. Peut-être tu peux remontrer celle d'avant. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très... Voilà. Vous voyez que sur les courbes, là où je montrais les courbes bleues et rouges, autour de ces courbes, si vous regardez les rapports du GIEC ou d'une manière générale, quand on présente des résultats, il y a des zones ombrées bleues et ombrées rouges. Et ça, c'est ce qui détermine la marge de certitude qu'on a autour de la courbe moyenne. D'accord ? Eh bien, ce qui est vrai pour les températures, on ne mesure pas la température de la planète avec un thermomètre. Voilà, et il faut
accumuler différentes mesures. On en a plus en France qu'en Antarctique ou en Arctique, évidemment, donc il faut faire des corrections. Donc il y a un petit peu d'incertitude sur tout ça, et les modèles aussi ont leurs incertitudes. Sur les émissions, c'est un peu pareil. Donc ce qu'il faut, c'est retenir ça, 9-10 tonnes, plus ou moins 10%, et on va peut-être poser la deuxième question, puis je reviendrai sur cette notion après. Alors, la deuxième question, on vous a proposé, pour ceux qui ont eu le message suffisamment à l'avance, de faire votre propre empreinte carbone. Alors là, évidemment, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais l'idée, c'était aussi de profiter de ce moment où on est ensemble pour y réfléchir, pour faire une sorte de prise de pouls de la salle, et en présence et à distance. Donc voilà, on vous demande de dire comment se situe votre bilan carbone, pour ceux qui ont pu le faire en préalable. Est-ce que c'est entre 2 et 5 tonnes, entre 5 et 8 tonnes, entre 8 et 11 tonnes ou au-delà de 11 tonnes? Donc, on vous avait envoyé un lien vers une application qui a été développée par l'ADEME qui s'appelle Nos Gestes Climat. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire, on vous invite à y aller. Et à y aller via le site Grenoble Capitale Verte, parce que ça va nous aider pour l'évaluation générale de Capitale Verte. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Mais donc voilà, est-ce que si vous avez pu y répondre, on vous invite. Donc, c'est anonyme. Donc, vous avez le droit d'être au-delà de 11 tonnes. On ne vous pointera pas du doigt. On voit globalement... c'est peut-être plus... Il y a des gens qui sont vertueux dans la salle, voilà, qui sont déjà dans une forme d'attention à leur consommation de carbone. Mais ça se joue à peu près à équivalence entre 2 et 5 tonnes et 5 et 8 tonnes, avec quelques-uns qui sont dans la moyenne française. Donc de là à se dire que les Grenoblois et les habitants de la métropole grenobloise sont meilleurs que le reste des Français, nous n'irons pas jusque-là, mais au moins ceux qui sont ici. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, là où il y a un biais, c'est sur les gens qui assistent aux conférences climat. Mais bon. Alors, donc, est-ce qu'on peut du coup projeter, voilà, celle-là. Juste une illustration sur cette diapositive qui montre l'évolution des émissions directes par habitant en tonnes par personne depuis 1960 pour un certain nombre de grands pays. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le 9-10 tonnes, plus ou moins 10%. Ce qu'on voit, c'est que même en prenant ces marges un peu d'incertitude autour d'une valeur moyenne, on est en France sensiblement plus vertueux, par exemple, que les Américains qui ont un mode de vie avec une empreinte bien plus importante. Je ne dis pas ça pour pointer du doigt les Américains en particulier, mais voilà, les chiffres nous disent que les Américains, ils sont plutôt autour de 17 tonnes. À l'inverse, si vous prenez les Indiens, ils sont autour de 2 tonnes. Et si on avait mis l'Afrique sur ce diagramme, on verrait qu'ils sont à moins de 1 tonne. Donc ça vous donne bien une idée du problème. Il y a des pays qui sont, on va dire, plus ou moins vertueux, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas dont l'empreinte carbone individuelle de chaque citoyen est assez différente. Et donc ça, c'est un autre aspect de la question des inégalités dont on voulait parler ce soir avec Sabine. Et je pense que derrière, on a une petite question quiz. Voilà, sur cette question des inégalités à la surface du globe, voilà, on sait que le réchauffement ne se passe pas à la même vitesse partout, et c'est la question qu'on vous pose maintenant. Quelles sont les parties du globe qui, selon vous, se réchauffent actuellement le plus vite? Est-ce que c'est les régions tropicales, les Alpes, les océans ou les régions arctiques? Donc, les régions tropicales, les Alpes, les océans, les régions arctiques, les parties du globe qui se réchauffent actuellement le plus vite. Donc, on vous laisse voter. Il y a à peu près la moitié des gens qui ont répondu. Donc c'est pareil, si vous vous trompez, c'est pas grave. Et même on dit souvent, si vous vous trompez, c'est mieux parce que vous retiendrez mieux la réponse. Donc on vous invite à vous tromper. Alors, on va s'arrêter là. Et c'est correct, c'est effectivement les régions arctiques. Et vous êtes une grande majorité à avoir 71% des répondants ont identifié que c'était les régions arctiques. Après, il y a une petite partie d'entre vous qui ont pensé que c'était les océans. Et effectivement, c'est qu'il y a une préoccupation sur la question des océans. Oui, donc encore une fois, public tout à fait biaisé dans ses connaissances. C'est intéressant de voir si, donc j'ai pas eu, oui, sur les océans, au contraire. Les océans, c'est vraiment l'endroit où ça se réchauffe le moins. Je montrerai une ou deux cartes tout à l'heure et vous verrez que d'une manière générale, donc j'ai mentionné le plus 1,26 tout à l'heure, les surfaces continentales se réchauffent plus vite, elles sont partout quasiment
au-delà de 1,5, 1,6 degrés, et souvent 2 degrés, mais de fait, sur l'Arctique, on est aujourd'hui quasiment déjà pas loin de plus 4. D'accord ? Une petite incise, vous verrez souvent, il y a toujours un petit chauvinisme, hein, on aime bien dire, regardez, chez nous, c'est mieux ou plus fort qu'ailleurs. Donc on dit souvent que dans les Alpes, ça se réchauffe beaucoup plus que partout ailleurs. Dans les Alpes, on est à plus 2,3. 2,4 dans les Alpes du Nord, 2,3 dans les Alpes du Sud, donc c'est plus que la moyenne, hein, que ce fameux 1,2, 1,3 global. Mais il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde où ça se réchauffe à ce genre de valeur, disons au-delà de 2 degrés. Donc quand vous entendez dire dans les Alpes ça se réchauffe 2 fois plus vite qu'ailleurs, non, dans les Alpes ça se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. D'accord ? Et il y a beaucoup d'autres régions dans le monde où ça se réchauffe autant. Voilà. Donc on vous propose d'enchaîner sur une autre question. Alors là, vous aurez plusieurs réponses possibles, mais l'idée c'est de dire au-delà de cette évolution des températures, qu'est-ce que ça a comme impact sur les territoires où il y a du réchauffement. Donc si ce réchauffement se poursuivait, quelles sont les principales conséquences à envisager qui pourraient aller jusqu'à rendre certaines régions inhabitables? Donc, on l'a pas ? Alors, ok. Non, donc celle-là, elle n'y est pas. Donc on n'a pas la question. Donc là, vous pouvez vraiment vérifier si vous avez bien retenu ce que vient de dire Thierry. Bon, sinon c'est pas grave et on. C'est ça. Ok, donc voilà, on y est sur un cas de poursuite du réchauffement. Quelles seraient les conséquences à envisager? Donc, est-ce que ce serait la disparition de certaines espèces animales, la diminution des espaces cultivables, la hausse des températures diurnes, la hausse des températures nocturnes ou l'assèchement de la planète? Il y a 2 bonnes réponses sur les 5. Je vous aide. Qu'est-ce qui serait, voilà, en cas de réchauffement, quelles seraient les conséquences principalement envisagées? On peut choisir plusieurs réponses, ouais. Oui, il y en a. Oui. L'assèchement de la planète, la disparition de certaines espèces animales, la diminution des espaces cultivables, la hausse des températures nocturnes ou la hausse des températures diurnes. Il y a deux bonnes réponses parmi. Oui, enfin bon, 2, voilà. 2 principales. Voilà, un peu 2 principales. 2 principales, ça va. On est parti. Donc vous avez effectivement, non, vous avez principalement identifié la diminution des espaces cultivables et la disparition de certaines espèces animales, alors que les 2 principales conséquences, c'est vraiment les hausses des températures nocturnes et diurnes. D'accord, donc oui, ça je ne le voyais pas. Donc les 2 qui ont été identifiés, c'était quoi tu dis? C'était disparition de certaines espèces animales et diminution des espaces cultivables. D'accord. Alors, bon, là aussi, il y aurait, bon, toutes les réponses sont bonnes, hein, quelque part, mais l'idée, c'était la gradation. Et c'est la gradation d'un point de vue, en prenant un point de vue très anthropique, très anthropocentré pour l'espèce humaine, où sont le problème principal. Alors, l'assèchement de la planète, on va évacuer tout de suite. La quantité d'eau sur la planète, elle est constante. Je dirais qu'à la limite, comme on va faire fondre l'Antarctique, on va même remettre un peu d'eau dans le système, enfin de l'eau mobilisable par les populations humaines, donc ça, c'est pas vraiment un sujet. Disparition de certaines espèces animales, oui, c'est un problème, mais bon, c'est vrai que c'est pas sympa de ne plus avoir d'ours polaires, mais franchement, l'espèce humaine, elle n'a pas besoin des ours polaires. Après, il y a plein d'autres petites bestioles qu'on ne voit pas et qui, elles, sont très importantes pour la biodiversité. Mais ce n'est pas que le changement climatique qui fait disparaître les espèces animales. Donc on ne peut pas mettre ça comme un facteur... en tout cas, on ne peut pas l'attribuer essentiellement au réchauffement climatique. Diminution des espaces cultivables, ça, on pourrait discuter un petit peu, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a effectivement on va en parler tout à l'heure, des régions qui vont peut-être devenir très difficiles à cultiver, mais il y en a d'autres qui pourraient devenir cultivables. C'est le grand pari d'un pays comme la Russie, qui dit c'est super, si ça se réchauffe, ça va m'ouvrir le passage du nord-ouest et puis ça va me rendre un certain nombre de terres que je ne peux pas utiliser aujourd'hui et les rendre cultivables. Alors par contre, la question des hausses des températures, oui, ça c'est très important.
à la fois les températures nocturnes et les températures diurnes, ça va dépendre des pays. Les températures nocturnes, c'est vital. C'est-à-dire que si en gros vous ne descendez pas en dessous de 28 degrés la nuit, alors on ne parle pas de climatisation évidemment, ben, vous ne récupérez pas et donc plusieurs jours où vous ne descendez pas en dessous de 28 degrés, ben, voilà, ça met en cause la survie des personnes qui sont soumises à ce régime thermique. Et les températures diurnes aussi, bien entendu, liées d'ailleurs en partie à l'humidité. Vous avez des régions dans le monde où aujourd'hui, en début de saison des pluies, les régions tropicales, système de mousson, où les températures sont déjà maximum en journée autour de 44-45 degrés. Quand vous avez le signal de mousson qui monte avec de l'humidification, vous arrivez à des limites, en gros c'est 35 degrés, on considère une température humide, donc bon, c'est un peu compliqué comme concept, mais voilà. Si vous êtes au-delà de 35 degrés pendant plusieurs heures, à la limite, vous ventilez plus, et donc c'est pareil. Il y a un seuil physiologique qui fait que là, la survie est plus possible. Et il y a une étude récente qui a été extrêmement intéressante, qui a été faite justement sur ces régions-là, qui a essayé de comprendre pour des projections de scénarios avec un réchauffement planétaire sur une trajectoire à plus 3, plus 3,5, qui est à peu près celle sur laquelle on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être le plus impactant pour l'agriculture des pays de la zone intertropicale ? Il y a évidemment des problèmes de rendement, d'accès à l'eau, etc., qui fait que la productivité des terres, ou en tout cas la productivité agricole, pourrait baisser. Mais ce qu'ils ont trouvé comme facteur qui est tout aussi impactant, c'est à peu près du même niveau, c'est simplement la capacité pour les agriculteurs à travailler dans leurs champs du fait de l'augmentation des températures. Donc c'est comme si vous réduisiez votre main-d'œuvre agricole de moitié. D'accord ? Donc les deux facteurs sont aussi impactants les uns que les autres. Et qui est-ce qui est gagnant là-dedans ? Il faut quand même nourrir les gens. Donc si vous ne pouvez plus produire sur place, ben vous allez produire dans des pays qui, eux, ont des capacités de production agricole qui sont maintenues, qui sont plutôt des pays riches, et donc qui vont avoir de nouveaux marchés à l'exportation. D'accord. Donc vous voyez que dans ces questions c'est pour ça, cette notion de vulnérabilité et d'exposition différenciée, on va le retrouver directement à travers le signal climatique lui-même, le fait que les augmentations de température ne vont pas être les mêmes partout, mais beaucoup après, à travers les impacts qui dépendent des spécificités des différents pays. Donc en lien avec ça, très rapidement, et là aussi je ne veux pas rentrer trop dans le détail de commentaires de ces cartes, j'essaie de ne pas trop vous mettre de cours trop compliqués, mais ça c'est les observations de température, c'est dans le dernier rapport du GIEC au niveau mondial. Alors il y a 4 cartes, j'ai tenu à les mettre parce que les 4 notions sont importantes. Celle en haut à gauche, c'est le changement de température total. Donc vous retrouvez ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez un signal rouge très foncé sur les régions arctiques, dans la partie nord, et vous voyez que c'est plus faible sur les océans, c'est ce qu'on dit, ça se réchauffe moins fort sur les océans que sur les continents. On ne va pas rentrer dans le détail. Une autre carte à droite qui est très importante, qui est la variabilité, ce qu'on appelle interannuelle, c'est-à-dire à quel type de régime thermique on est habitué. Selon que vous habitez au Niger, en France ou au Canada, vous n'êtes pas du tout habitué à avoir des fluctuations de température annuelles plus ou moins importantes. Et en particulier dans les zones tropicales, il y a peu de fluctuations de la température moyenne annuelle. Alors que chez nous, on sait bien qu'il y a des années froides et des années chaudes. Dans les régions de moyenne latitude, on est habitué, nous, humains, mais aussi toutes les espèces végétales et animales, et ce n'est pas du tout le cas dans les tropiques. Et donc ce qu'on a fait dans le 6e rapport du GIEC, c'est qu'on a calculé, et ça c'est la 3e carte, donc celle qui est en bas à gauche, le rapport entre le changement de température observé et cette variabilité naturelle des températures. Et là, vous voyez que le pattern de la carte, il change complètement, parce que si vous regardez bien, où est-ce que vous avez les couleurs rouge foncé, marron sur cette carte, c'est la bande intertropicale. C'est-à-dire que en fait, la hausse de température absolue dans la bande intertropicale, elle n'est pas si élevée que ça. Elle est peut-être, comme on parlait des Alpes tout à l'heure, voilà, elle est plutôt moins élevée que dans les Alpes. Mais
la perturbation dans le système, elle est beaucoup plus importante, parce que si vous le ramenez à la variabilité naturelle, ce changement est beaucoup plus fort. D'accord. Et ça a une deuxième conséquence, c'est que quand on parle de l'émergence du signal climatique, c'est-à-dire la manière dont c'est perçu, les régions du monde, en fait, où l'émergence du changement climatique est la plus forte, c'est dans les régions tropicales. Et il se trouve qu'en plus, ce sont les régions du monde où la hausse de la population est la plus forte. Donc si vous conjuguez les deux facteurs, si vous vous placez d'un point de vue, si vous étiez une espèce de détecteur du changement climatique, eh bien, il faut aller dans les régions tropicales. C'est là où vous avez le plus de monde qui sont actuellement soumis à ce changement du signal de température. Donc, diapositive suivante. Ah, elle y est, pardon, oui, c'est moi. Alors, voilà, ça, c'est juste, pareil, on ne va pas trop s'y attarder. Dans le travail du GIEC, de la communauté des climatologues en général, on s'intéresse au présent, aux observations, puis on s'intéresse à l'avenir. Donc, il y a ces fameuses projections dont vous avez entendu parler. Et donc, on peut avoir des cartes du même genre que pour les observations, où on regarde comment les températures vont évoluer pour plusieurs scénarios d'augmentation de la température moyenne. Donc là, il y a 3 cartes, 1, 5, 2 et 4 degrés. Et vous retrouvez ces gradients, hein, toujours le même phénomène, un réchauffement relativement moins important sur les océans que sur les continents, et sur les continents plus marqués, notamment dans les régions nord. Mais vous voyez qu'à 4 degrés, ça commence à être noir un petit peu partout. Voilà. Alors c'est toujours pareil, le message derrière ça, c'est qu'on parle beaucoup d'augmentation moyenne. L'objectif, on ne va pas tenir le 1,5, le 2, on est sur une trajectoire à 3,5, mais il ne faut jamais perdre de vue que derrière ça, il y a une très grande variabilité selon les régions concernées. Et c'est ça qui est important. Alors, prenons le cas des Alpes, hein, pour être très simple, on a eu une conférence il y a 2 semaines là-dessus. Aujourd'hui, donc, je disais, on est à plus 2,3 alors qu'on est à 1,2, à peu près en moyenne mondiale. Donc effectivement, on est presque 2 fois plus fort que la moyenne mondiale. Et 2,3 dans les Alpes, eh ben, c'est une remontée de la limite pluie-neige de plus de 300 mètres. Et donc si vous prenez ces cartes dans des projections à 4 degrés, vous pouvez faire remonter la limite pluie-neige entre 600 et 900 mètres. Donc c'est considérable pour toute l'industrie de la neige et l'industrie des loisirs autour de l'enneigement. Oui, alors on peut considérer que c'est pas grave. Mais c'est quand même, voilà, il faut bien voir ce que signifie le fait que quand vous allez passer d'un signal mondial à un certain niveau à un signal local, vous pouvez avoir des impacts qui sont démultipliés. Suivante. Alors oui, la suivante, celle-là. J'ai plus que 5 minutes. Juste pour dire, alors cette-là, elle est importante. On retrouve les seuils physiologiques dont je parlais tout à l'heure. Et là, dans cette étude récente, en fait, très rapidement, ce que vous voyez assuré, ce sont les zones où la température moyenne annuelle est projetée d'être supérieure à 29 degrés si on maintient la trajectoire actuelle. Et 29 degrés, on est au seuil physiologique. D'accord. Et donc, vous voyez, là encore, toute la bande intertropicale, et ça représente en gros 3,5 milliards d'habitants en 2070. Okay. Actuellement, les zones d'inhabitabilité, c'est les zones qui sont en noir sur cette carte. Vous voyez, et en fait, elles sont en noir, elles sont dans des déserts. C'est au cœur du Sahara, et c'est des zones qui sont totalement inhabitées. Ça nous amène à notre troisième question quiz. Donc, on a vu les différences de vulnérabilité, et la deuxième partie de la question, c'est quelles sont les différences de responsabilité. Donc, c'est la question qu'on vous pose maintenant. Quelle est la proportion du cumul mondial d'émissions depuis 1850 qui est attribuable aux pays dits riches? Est-ce que c'est environ les 2/3, moins de la moitié, plus des 2/3 ou environ la moitié? Pour les faire dans l'ordre, plus des 2/3, environ les 2/3, moins de la moitié, environ la moitié, moins de la moitié. Donc, quelle est cette responsabilité différenciée pour ces pays dits riches? On a fait le choix de les appeler comme ça. On peut dire dit développer, mais qu'est-ce que le développement? Bonjour. Ah. Je suis arrivée après le début. Du coup, je ne sais pas comment participer au quiz. Ok, on va vous envoyer dans le chat les informations. Merci. Voilà, vous avez un lien et vous pouvez appuyer sur l'application Klaxoon. Alors, donc, pour les répondants, vous êtes à 84% convaincus que ces pays riches sont très responsables, effectivement, puisque c'est plus des 2/3
des émissions qui sont dues à ces pays riches. Et on va enchaîner tout de suite avec la question suivante, qui regarde l'autre partie du spectre des responsabilités. Quelle est la contribution actuelle de l'Afrique aux émissions mondiales? Est-ce que c'est 15%, 5% ou 3%? 15%, 5% ou 3% pour la contribution actuelle de l'Afrique. Ouais, j'espère que les gens à distance arrivent à répondre. Donc, c'est effectivement 3%. Alors là, c'était partagé. On vous avait fait une question vraiment piège. Donc, il y a 2 tiers d'entre vous qui pensent que c'était 3% et un petit tiers qui pense que c'est 5%. Il y avait bons ordres de grandeur. Ouais, il y avait du nudging dans tout ça. Bon, bref. On va prendre je vais un petit peu accélérer, juste vous montrer 2 dias pour finir. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, on peut calculer pour chaque pays les empreintes carbone. Donc, en 2018, ce que vous pouvez voir, c'est que, par exemple, celle de la Chine, c'est 28% du total et celle des USA, 15%. On ne rentre pas dans le détail, on passe à la suivante. Voilà. Alors, par contre, ce que vous voyez sur la suivante, c'est ce qu'on voit, c'est que par contre, alors c'est un graphique un peu compliqué, vous pourrez disposer du diaporama, mais vous voyez que dans ce graphique, on met en abscisse la population des pays. Donc, la Chine prend évidemment sur l'axe d'en bas, il est beaucoup plus large que les États-Unis ou l'Union européenne. Et sur l'axe vertical, c'est l'empreinte par habitant. D'accord ? Et donc, ce que vous voyez, finalement, c'est que l'empreinte totale, c'est le produit des deux. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'habitants avec une empreinte moyenne, vous avez quand même une empreinte qui est encore assez forte. Et si vous êtes comme les États-Unis, vous avez moins d'habitants que d'autres, mais vous avez une grosse empreinte. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de représenter. Et ce que vous voyez, c'est qu'à droite, des pays comme le Pakistan, le Nigeria ou le Bangladesh, si vous prenez la surface des carrés, effectivement, elle est très petite. Voilà. Alors, derrière, on a encore une question quiz. C'est incroyable, ça. Oui. Non, pardon, d'accord. C'est pas une... Ah oui, parce que c'est moi qui fais tourner mon truc en même temps. Donc, alors, juste pour conclure, avant de passer la parole à Sabine, deux diapositives, s'il vous plaît, où justement, je voudrais qu'on aille un peu au-delà de la question du réchauffement climatique. Vous n'en avez plus derrière ? Si, non, encore. Ah oui, là... Voilà. Disons que le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'effectivement très important qui met un stress très fort sur la planète, mais il n'y a pas que ça. D'autres aspects dont on entend parler, c'est les pertes de biodiversité, les changements d'usage des terres et la dégradation de la qualité des milieux. Toutes ces choses-là vont ensemble et on voit, alors c'était des communautés scientifiques qui étaient assez séparées. Moi-même, je dois avouer qu'il y a 20 ans, quand on parlait de biodiversité, j'y comprenais absolument rien. Je ne voyais pas pourquoi, avec toutes les bestioles qu'il y avait sur Terre, on devait s'inquiéter de ça. Bon, on a commencé à comprendre que, vu la vitesse à laquelle ça allait, c'était effectivement assez grave. Et donc, j'ai mis juste ici la photocopie d'un appel qui était dans Le Monde il y a 1 an, où l'idée, c'était justement d'attirer l'attention des décideurs, des citoyens et des décideurs sur le fait que, entre biodiversité et climat, eh bien, finalement, c'est un peu 2 mêmes types de problématiques qui vont de pair et qu'il faut essayer de les traiter le plus possible de manière congruente. Ce qui m'amène à ma dernière figure, s'il vous plaît. Voilà, alors je ne sais pas si on la voit bien, mais cette figure, en fait, ça a amené les comités scientifiques de plus en plus à essayer de travailler sur ce qu'on appelle des approches systémiques, c'est-à-dire essayer de comprendre, de définir ce qu'on appelle en anglais un safe operating space, c'est-à-dire un espace dans lequel la planète Terre peut fonctionner d'une manière qui soit, disons, soutenable. Alors, dans cette représentation, ce qu'on appelle un donut, ce que vous voyez, c'est que la base, c'est ce qu'on appelle la social foundation. Donc ça nous renvoie bien à ce que va traiter Sabine et à ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire de quoi on a besoin pour vivre correctement sur la planète. On a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin d'énergie, la santé, etc. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de secteurs. Et si, à un endroit donné de la planète, on descend sous ce plancher, eh bien, les gens ne vivent pas d'une manière, disons, confortable. Enfin,
tout le monde doit pouvoir aspirer à vivre avec suffisamment d'eau, de nourriture, en ayant accès à de la santé. Et donc ça, c'est le plancher. Et puis au-dessus, vous avez le plafond écologique. Et ce plafond écologique, il se définit à partir d'un certain nombre de critères. Il y a le changement climatique ici qui est en haut, il y a l'acidification des océans, il y a la pollution chimique, etc. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui permettent de dire, là, on vit dans une planète qui est viable pour les espèces vivantes et l'humanité en général. Et donc, ça a amené à beaucoup réfléchir chez les sociologues en épistémologie sur la notion de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à essayer d'avoir des indicateurs. Le climat, c'est très confortable. Le climat, c'est super simple. C'est un chiffre de température, un chiffre d'émission. Bon, alors on parle du CO2, il y a aussi du méthane, il y a d'autres choses. Mais c'est super simple. Conceptuellement, c'est très simple. On sait exactement ce qu'il faut faire si on veut arrêter de réchauffer la planète. Quand on parle de biodiversité, quand on parle de pollution, quand on parle d'acidification des océans, c'est très multifactoriel, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a aujourd'hui la construction de communautés scientifiques qui ont des approches systémiques pour essayer de faire avancer les connaissances de telle sorte qu'on puisse rester dans cet espace d'opération Safe Operating Space en anglais, je n'arrive pas à le traduire spontanément en français, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Un espace juste et sûr pour l'humanité. Voilà, très bien, merci Hélène. Et donc sur ces considérations, je passe la parole à Sabine. Je suis désolé si j'étais un peu long, mais Sabine m'avait dit que je serais trop long. Je le savais. Alors, merci Thierry, bonjour à tous. Donc je vais directement enchaîner finalement parce que les constats qui viennent d'être faits, ce sont des constats d'inégalité. Alors inégalité entre populations soumises à un stress climatique différent, inégalité entre catégories sociales, inégalité, alors on n'est pas rentré dans le détail, mais inégalité de genre, etc. etc. On parle donc de victimes du changement climatique. Des victimes qui peuvent être des victimes humaines, mais tu l'as dit aussi, on parle de changement global, donc des victimes qui peuvent être directement les éléments de l'environnement. Et donc, en fait, le rôle du droit dans tout ça, ça peut être d'apporter des solutions. Donc, face à toutes ces inégalités, en fait, il y a progressivement un slogan qui est apparu, j'insiste vraiment sur le terme de slogan, qui est celui de la justice climatique. Alors c'est un slogan, et vous le voyez à l'image, qui a été brandi. C'est pas du tout un slogan qui a été porté par les textes internationaux. Hein, c'est d'ailleurs le terme même de justice climatique apparaît pas, jusqu'à très récemment dans les textes internationaux. C'est vraiment quelque chose qui a été porté dans les manifestations. C'est quelque chose qui a été porté par la société civile, par les associations. C'est quelque chose qui est porté par les personnes qui font des recours devant le juge. Et donc ce slogan de justice climatique est devenu une sorte d'étendard qui est de plus en plus utilisé. Alors la difficulté, c'est qu'on ne sait pas nécessairement toujours ce qu'on met derrière ce terme de justice climatique. Donc on va vous proposer de regarder ce que vous mettez derrière ce terme de justice climatique avec un petit nuage de mots qui vous est proposé. Donc un nuage de mots, pour que ce soit simple, c'est bien si vous mettez un seul mot, si vous ne mettez pas les, des, etc. Bon. Mais voilà, pour vous, quand on vous dit justice climatique, c'est quoi le mot qui vous vient immédiatement en tête? À quoi vous l'associez, cette question de la justice climatique? Donc vous avez sur votre application des mots qui commencent à apparaître. Ça vaudrait presque le coup que tu partages. Ça va apparaître. Je vais envoyer. Ouais. Donc on a un certain nombre de mots qui apparaissent. Ah oui, il y en a certains qui le mettent dans le chat aussi. Alors on va s'arrêter là, on va regarder. Alors, est-ce que ça apparaît? Il faut qu'on change le partage d'écran, du coup, je pense. Alors, je vais vous le décrire parce que moi, je le vois, mais pour que vous puissiez... On va essayer de faire en sorte que ça... Non, ça ne va plus marcher. Donc, les mots qui sortent le plus, en gros, c'est inégalité, responsabilité, action
équité et OEAU. Donc en plus gros, responsabilité, inégalité, action, équité. D'accord, merci. Alors, tous ces termes, on va les retrouver, effectivement. On va les retrouver à différents niveaux. Quand on cherche à définir ce qu'est ce concept de justice climatique, puisqu'évidemment, il a été ensuite repris par les chercheurs, et notamment les chercheurs en droit, qui ont cherché à le conceptualiser. Et donc, en fait, ce qui est très curieux dans le résultat des mots auxquels vous avez pensé, c'est que n'apparaît pas le juge. Alors que pour les juristes, et surtout les juristes français en fait, ou francophones, généralement on associe très directement la justice climatique, et c'est d'ailleurs une erreur en fait, mais on associe très directement la justice climatique au contentieux climatique, c'est-à-dire à toutes ces affaires dont vous avez entendu parler, l'affaire du siècle, etc. Alors je disais que c'était une erreur à l'instant parce qu'en fait la justice climatique c'est beaucoup plus de choses que ça. Déjà dans un premier sens, c'est une justice qui peut se conceptualiser au niveau interétatique. On parlait beaucoup du niveau planétaire. Donc effectivement le régime international du climat, le premier niveau de droit qui est intervenu pour essayer de réguler un peu tout ça et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est le niveau international. Et donc on peut penser à une forme de justice climatique entre les États. Et effectivement, le premier niveau auquel la justice climatique est apparue, c'est le niveau interétatique au moment des négociations climatiques, des COP, où les pays en développement ont commencé à revendiquer une allocation équitable du budget carbone, c'est-à-dire à demander à ce que ce budget carbone soit réparti en fonction de la dette, et Thierry l'a évoqué tout à l'heure, de la dette que les pays développés ont à l'égard des pays en développement, parce qu'ils sont les pays à avoir le plus contribué au réchauffement actuel du climat. Donc la justice peut se concevoir à ce niveau-là, entre États, avec une allocation du budget carbone qui finalement prendrait en compte la participation historique de chaque État au réchauffement actuel. Mais la justice climatique, ça peut être aussi, si on se centre de plus en plus sur l'individu, si on fait un focus sur l'individu, une justice au profit des individus eux-mêmes et des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser cette fois-ci à la protection des droits des victimes humaines du changement climatique, et on a vu qu'effectivement certaines catégories de populations, certaines populations étaient plus vulnérables que d'autres. Donc là, le juriste va envisager plutôt la justice climatique en faveur d'individus spécifiques, et une figure a émergé véritablement dans les discussions à ce sujet, c'est la figure du déplacé climatique. Parce que Thierry a parlé effectivement de zones devenant inhabitables au fur et à mesure, de zones qui sont devenues même d'ores et déjà inhabitables. Alors soit du fait de sécheresses de plus en plus fréquentes, soit du fait d'un phénomène dont tu n'as pas parlé, qui est l'élévation du niveau de la mer. Donc pour les petits territoires insulaires en développement, certaines îles basses de certains archipels sont d'ores et déjà submergées. Autrement dit, les populations qui habitaient sur ces îles, effectivement, ont d'ores et déjà dû se déplacer. Donc voilà le deuxième sens qu'on peut attribuer à la justice climatique au profit des individus. Le terme de responsabilité a été évoqué, et effectivement, l'intérêt de la justice climatique, c'est aussi de réfléchir en termes de responsabilité de ceux qui ont contribué à la pollution, à l'émission de gaz à effet de serre. Et on peut penser donc dans ce troisième sens à une responsabilité qui prend la forme du juge, du recours au juge. Et là, l'instrument finalement, c'est le juge qui va être utilisé pour établir les responsabilités des uns et des autres dans le phénomène qui est le réchauffement climatique actuel. Donc dans ce troisième sens, on est plutôt dans un sens qui va porter sur le recours climatique, le contentieux climatique, toutes ces affaires dont on parle et qui se multiplient. À l'heure actuelle, on est quasiment à 1600 recours dans plus de 40 États aujourd'hui. Et puis le quatrième sens auquel on peut penser de la justice climatique, c'est cette fois-ci un sens qui va être complètement décentré par rapport à l'humain, donc éco-centré finalement. C'est la justice climatique au sens de prendre en compte la victime qui est l'environnement lui-même, ou que sont des éléments de la nature.
Et là, on pense à plusieurs évolutions récentes en droit qui font, dans certains pays, que sont reconnus des droits spécifiques à des fleuves, à des arbres, à des forêts, à des montagnes, etc. etc. Voilà les différents sens que les juristes donnent à la justice climatique, mais dans tous ces sens, il y a une question qui est commune et qui est la suivante. Est-ce que le droit, vraiment, peut être un instrument utile de limitation, voire même de résolution des inégalités liées au changement climatique dont on vient de parler? Est-ce que c'est un instrument mobilisable? Alors, dans certains cas, dans certaines de ces bulles, la réponse sera clairement oui. Dans d'autres, la réponse sera clairement non, malheureusement, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, sur le premier sens de justice climatique, finalement, est-ce que c'est une solution aux inégalités climatiques entre États? Alors là, la réponse va être un peu paradoxale. En fait, oui, le droit international notamment, a été une solution, mais ne l'est plus tellement, pour les raisons suivantes. En fait, comme je vous le disais, dans ce premier sens, c'est-à-dire la justice climatique entre États, quand on a mis en place le régime international du climat, donc au début des années 90, par la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, qui est en fait le premier traité qui s'est concentré sur les solutions à apporter à ce problème du changement climatique, la question qui se posait était une question finalement de nature très économique, puisqu'on s'est attardé sur la solution à apporter à cette répartition de la charge de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, on doit désormais se répartir un budget carbone limité. Donc, comment se le répartir? Et on se les répartit selon des vues très économiques, très libérales, selon un principe qui a été affirmé en 1992, qui est le principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire que responsabilité commune, on est tous les États de la planète doivent se préoccuper de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais tous les États de la planète, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, n'y ont pas participé, n'y ont pas contribué de la même manière. Autrement dit, on ne va pas faire peser sur tous les États de la planète la même charge de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que, historiquement, certains ont plus contribué au réchauffement climatique que d'autres. Alors, c'est ce qu'on voit dans la courbe de droite, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que Thierry a indiqué tout à l'heure, les pays industrialisés ont historiquement le plus contribué, et de manière très majoritaire, vous avez répondu au quiz, par rapport aux pays en développement, y compris par rapport aux grands émergents. Alors, ce principe de responsabilité commune mais différenciée, il s'est traduit très directement en 1997 dans le protocole de Kyoto, qui différencie très clairement deux catégories d'États. Première catégorie, ceux qui ont des obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est ceux qu'on a appelés les États de l'annexe 1, parce que dans le protocole de Kyoto comportait une première annexe qui listait les 44 États soumis à des obligations de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ces obligations étaient chiffrées très nettement. Donc, l'Union européenne avait une obligation de résultat de X, les États-Unis de Y, etc., etc. Et à côté donc, de ce groupe d'États qui avaient des obligations de réduction, on avait tous les autres, globalement les pays en développement, qui, eux, n'avaient aucune obligation de réduction. Alors, attendez, n'en déduisez pas qu'ils n'avaient aucune obligation parce que, n'oubliez pas, principe de responsabilité commune, donc ils devaient tendre vers un objectif commun, mais aucune obligation au sens juridique du terme ne pesait sur eux. Donc voilà, finalement, par le biais de ce mécanisme-là, on est parvenu à établir une forme de justice climatique, d'équité, en tout cas au sens d'équité, entre les États qui ne devaient pas contribuer de la même manière à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sauf que cet objectif de justice climatique, on l'a relativement perdu lors de l'adoption de l'accord de Paris, puisque la logique de l'accord de Paris a complètement changé par rapport à la logique qui était celle du protocole de Kyoto. Donc Kyoto, certains États ont des obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'autres n'en ont pas. Paris, on change complètement de logique, c'est-à-dire qu'on ne part plus d'obligations qui viennent d'en haut et qui s'imposent aux États. On part de ce que les États sont prêts à faire en tant qu'engagement
et ça se traduit par des contributions nationales déterminées. Et ces contributions donc, sont sur un mode volontaire, c'est-à-dire que chaque État détermine ce qu'il est prêt ou en capacité de faire comme effort. Et donc chaque État va proposer au niveau international cette contribution. Donc on n'est plus du tout dans un sens de l'équité qui est décidé d'en haut et qui s'impose aux États. On est dans une contribution volontaire de chaque État, mais sans répartition équitable entre eux du poids des objectifs de réduction. Alors, je vous disais, on a perdu ce sens de l'équité, je viens de vous expliquer pourquoi. On l'a perdu en partie, ou plutôt on n'a pas totalement perdu, parce que ces contributions nationales, elles sont quand même révisées tous les 5 ans selon un effet cliquet, c'est-à-dire que tous les 5 ans, les États doivent donc proposer une révision de leur contribution, mais sur la base du mieux-disant par rapport à la contribution précédente. D'autre part, ces contributions font l'objet d'un suivi au niveau international pour vérifier notamment le respect de ce fameux effet cliquet, moyennant quoi ce suivi n'est assorti d'aucune contrainte ni d'aucune sanction si jamais l'État ne respecte pas son engagement d'abord de respecter sa contribution nationale et ensuite d'établir des contributions nationales de mieux en mieux disantes. Et enfin, dernière difficulté, dans cet accord de Paris, absolument rien n'est prévu pour réparer ce qu'on a appelé les pertes et préjudices, c'est-à-dire ces dommages qui sont d'ores et déjà visibles et irréversibles au niveau international, que certains États vont subir effectivement. Et donc, ces dommages qui ne pourront pas être atténués même si les émissions de gaz à effet de serre sont diminuées et auxquels les populations ne pourront pas s'adapter, ces dommages existent. Donc on les a reconnus dans l'accord de Paris, ils sont inscrits, il existe des pertes et préjudices, mais l'existence de ces pertes et préjudices n'est assortie d'aucune responsabilité pesant sur les émetteurs de gaz à effet de serre. Alors d'ailleurs à ce sujet, j'ai lu il y a 2 jours que les députés indonésiens venaient d'approuver le transfert de leur capitale. Donc Jakarta ne va désormais bientôt plus être la capitale indonésienne, précisément parce que Jakarta était menacée par les submersions, je vais y arriver. Et donc la nouvelle capitale sera située sur l'île de Bornéo. Alors, ce sera une capitale présentée comme étant une capitale zéro émission nette, mais la localisation finalement est tout aussi problématique que celle de Jakarta, car Bornéo est riche en biodiversité, et donc l'installation de la nouvelle capitale sur l'île de Bornéo fait craindre une déforestation massive. Mais tout ça pour dire que ce déplacement d'une capitale, ce transfert d'une capitale à une autre, pourrait constituer une perte, un préjudice, qui pourrait donner lieu à réparation, mais ce mécanisme-là de réparation n'existe absolument pas en droit international. Donc voilà une réponse très mitigée au niveau international. Donc, est-ce que le droit pourrait être une solution des inégalités entre États ? Peut-être, mais en tout cas plus actuellement sous l'égide du protocole de Kyoto. De Paris, pardon, excuse-moi, de l'accord de Paris. Alors, ceci étant dit, donc, nous venons de voir le premier sens de la justice climatique, donc quelle justice pour les États vulnérables. Deuxième question, est-ce que la justice climatique, est-ce que le droit est en mesure d'apporter une solution, une protection pour les individus et les populations vulnérables, et notamment, la question se pose pour cette figure des déplacés climatiques. Alors, cette question des déplacés climatiques est extrêmement sensible parce qu'elle fait appel évidemment à des rhétoriques qui sont très instrumentalisées sur le plan politique, et dont on voit d'ailleurs des effets dans la campagne actuelle. Et donc on s'interroge en fait sur cette figure du déplacé climatique et sur la définition qu'on met derrière. Et donc comme on s'interroge, on vous pose la question. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez que c'est majoritairement un déplacé climatique ? Est-ce que c'est une personne qui a dû fuir son pays à cause d'un événement climatique grave, inondation ou sécheresse, une personne qui a dû changer de logement à cause d'un événement climatique grave, ou une personne qui a dû migrer pour faire face à des problèmes en chaîne économiques et politiques ? Donc,
les différences sont un peu subtiles, mais c'est cette notion de déplacé climatique qui est intéressante. On parle souvent de réfugiés climatiques dans le vocabulaire courant, mais là, c'est bien déplacé climatique qu'on pose comme question. Est-ce que c'est fuir son pays à cause d'un événement climatique? Est-ce que c'est changer de logement? Ou est-ce que c'est migrer à cause non seulement de questions climatiques, mais de problèmes en chaîne? Alors, donc vous répondez principalement une personne qui a dû fuir son pays à cause d'un événement climatique ou une personne qui a dû migrer. Donc, bravo, félicitations, vous avez... c'est la mauvaise réponse, donc vous allez bien retenir la bonne, qui est qu'effectivement la bonne réponse, c'est que la majorité des déplacés climatiques, c'est à l'intérieur des pays. Oui. Alors effectivement, avant d'en venir à la définition qu'on peut adopter, déjà je voudrais insister sur l'absence de véritable définition juridique consensuelle de ce qu'on appelle les déplacés climatiques ou les migrants environnementaux. Il y a bien une définition de l'Organisation internationale des migrations qui circule, mais c'est une simple définition de travail qui n'a jamais été entérinée dans aucun traité. Autrement dit, on n'a pas de définition actée par les États de ce qu'est un déplacé climatique. Alors pourquoi on n'a pas de définition ? Parce qu'en fait, en droit, quand on définit quelque chose, quand on catégorise quelque chose, c'est parce qu'en fait, on lui attribue un régime juridique. On lui attribue certains droits, voire certaines obligations. Et donc, établir une définition précise d'un déplacé climatique signifierait qu'on reconnaîtrait ce phénomène et donc qu'on arriverait à le traiter. Et pour l'instant, on n'arrive absolument pas à accorder des droits au niveau international aux déplacés climatiques. Donc pas de définition et finalement pas de protection non plus. Alors pas de définition, ça rend aussi très difficile l'estimation du nombre de déplacés climatiques et ça rend très difficile également les prévisions des flux migratoires liés au changement climatique à venir. Alors, donc ce qui nous conduit finalement à avoir des prévisions qui vont parfois du simple au triple, voire au quadruple, selon l'origine de ces estimations, et ce qui est aussi très compliqué parce que finalement ça donne du grain à moudre aussi à ceux qui instrumentalisent derrière politiquement ce concept. Alors il y a quand même certaines estimations qui sont faites, mais qui sont faites principalement sur une catégorie de déplacés climatiques, qui sont les déplacés climatiques internes, c'est-à-dire ceux qui en fait se déplacent à l'intérieur de leur pays. Alors ce qu'il faut savoir, et d'où la réponse au quiz tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité, l'immense majorité des déplacés climatiques à l'heure actuelle ne sont pas, contrairement à ce que certains discours politiques laissent entendre, ne sont pas des personnes qui franchissent les frontières. Pourquoi ? Parce que ce sont généralement des populations pauvres qui sont amenées à se déplacer, qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer d'ailleurs, et passer une frontière, ça coûte cher. Ça coûte cher soit parce qu'il faut prendre l'avion, soit parce qu'il faut payer un passeur, donc il faut avoir les moyens de payer. Donc en fait, les populations les plus pauvres, elles, ne migrent pas. Celles qui sont soumises à des aléas climatiques. Et quand on migre, on migre plutôt vers des communautés dont on partage la langue, dont on partage la culture, avec lesquelles on va avoir des liens historiques éventuellement. Autrement dit, on ne va pas chercher nécessairement à changer de pays. Donc effectivement, les déplacements en interne sont de plus en plus visibles et comptabilisés, avec une base de comptabilisation relativement certaine, alors que les franchissements de frontières, eux, sont encore assez mal analysés. Alors sur les déplacements internes, on commence à avoir des chiffres à peu près fiables, notamment par un think tank qui publie un rapport annuel sur le sujet. Alors, tous les chiffres viennent de là, donc c'est l'Internal Displacement Monitoring Center, un think tank britannique, et qui établit donc le nombre de déplacements internes en comparant depuis les origines ces déplacements qui sont liés du fait de conflits politiques, conflits armés. Donc là, ces déplacements liés à des conflits apparaissent en jaune. Le diamètre des cercles est proportionnel au nombre de déplacements. Et donc ces déplacements liés à des conflits sont comparés à des déplacements liés à des catastrophes environnementales, parmi lesquelles les catastrophes climatiques. Et là, ces déplacements apparaissent en bleu sur la carte.
Donc on s'aperçoit que les déplacements liés à une cause environnementale, d'abord, sont désormais plus nombreux que des déplacements liés à des causes de conflit, et qu'ensuite ils sont de nouveau, ces fameuses inégalités, inégalement réparties sur la planète. Si on rentre un petit peu dans le détail, je ne vais pas trop m'arrêter Il reste juste 5 minutes normalement. Ouais, sur cet élément, mais on voit les différentes causes dans ce schéma, les différentes causes de déplacement. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à ces déplacements ? Cette question, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais elle est extrêmement instrumentalisée sur le plan politique, ce qui conduit aujourd'hui les États à ne surtout pas se mettre d'accord sur une éventuelle protection juridique internationale. Donc en fait, la protection juridique, elle vient de chaque État s'il le souhaite et s'il l'envisage. Et pour l'heure, à ma connaissance, aucun État n'a clairement établi un visa climatique destiné à accueillir des réfugiés climatiques, enfin ce qui deviendrait donc des réfugiés climatiques sur leur sol. Il n'y a que la Nouvelle-Zélande qui l'a envisagé à un moment, en 2017, et ça aurait été un visa qui se serait appliqué en fait aux déplacés climatiques des petits États insulaires du Pacifique Sud, qui principalement se réfugient soit en Nouvelle-Zélande, soit en Australie. Et en fait, ce qui a été très curieux, c'est que ce sont les États concernés, dont les populations auraient été concernées par l'obtention de ce visa, qui ont refusé la création de ce visa, précisément parce que créer ce visa en Nouvelle-Zélande conduisait la Nouvelle-Zélande à considérer que les déplacements étaient inéluctables et que la disparition de ces États insulaires était inéluctable. Donc voilà, pour l'instant, justice en faveur des individus, pas de solution au niveau juridique. Alors, troisième sens de la justice climatique, est-ce qu'on peut établir une responsabilité des émetteurs par le biais du juge ? Alors là, la réponse est clairement oui, et elle est clairement de plus en plus oui. Le droit est effectivement un outil utile, et de plus en plus utile, pour engager la responsabilité des émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, ce fameux contentieux climatique, ces recours aux juges, explosent littéralement. Ils explosent. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est un mouvement en fait qui a été très médiatisé depuis quelques années, mais en fait qui date des années 90 aux États-Unis et en Australie dans un premier temps, et qui a progressivement gagné toute la planète, et notamment à partir d'un arrêt fondateur dont je parlerai dans quelques minutes, qui est un arrêt des Pays-Bas. Et donc le juge est de plus en plus perçu comme un moyen, un levier d'action pour faire évoluer les politiques climatiques. Alors attention, ces recours climat, ils n'ont absolument pas pour objet d'obtenir des réparations. Ce n'est pas une victime qui va classiquement se présenter devant le juge en disant « j'ai subi un dommage et donc je veux que ce dommage soit réparé ». Non, dans tous les recours climat, la caractéristique commune, c'est que les victimes s'en fichent des réparations. D'ailleurs, généralement, en tout cas en France, dans notre affaire à tous, c'était 1 euro symbolique qui était réclamé. Ce que veulent les victimes, ce que veulent les requérants, c'est obtenir du juge qu'il enjoigne le gouvernement de faire évoluer le droit en vigueur. Et donc, partant de ce principe, toutes les stratégies contentieuses vont exister. Donc on observe une diversité de ce qu'on appelle les stratégies contentieuses, c'est-à-dire quel juge on va saisir, sur quels arguments, et pour obtenir quoi. Et en fait, les avocats, les associations qui soutiennent ces recours vont diversifier complètement ces stratégies de recours devant le juge. Alors justement, vous, si vous deviez effectuer un recours, contre qui vous vous engageriez ? Est-ce que ce serait plutôt vous mettriez en cause les normes en vigueur, qui sont insuffisantes pour lutter contre le changement climatique ? Est-ce que vous remettriez en cause la responsabilité des autorités publiques, États, collectivités locales, qui n'agissent pas suffisamment ? Est-ce que vous remettriez en cause la responsabilité des entreprises ? Ou est-ce que vous mettriez en cause la responsabilité de votre voisin qui est allé à Bali ou Ibiza l'été dernier ? Ou plus récemment ? Alors, il y a des bonnes réponses. En fait, il y a des réponses au sens où il y a certains recours qui sont plus efficaces. On sent qu'il y a un qui est clairement pas envisageable. Il y en a un où ça marche moins bien, ouais. Alors.
Donc effectivement, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs réponses. Et effectivement, ce sont les 3 premières. Alors la majorité d'entre vous, vous avez plutôt envie de vous attaquer aux États, parce que vous avez vu que notre affaire à tous, ça a bien marché. Donc vous êtes dans la lignée. Ensuite, vous avez envie de vous attaquer plutôt aux entreprises. Et enfin, pour 45% d'entre vous, aux normes en vigueur, et pas trop à vos voisins. Pas sous ce format-là, du moins. Non, mais ce serait très très difficile, en fait, voire quasi impossible en l'état actuel de la jurisprudence de mettre en cause la responsabilité de votre voisin, donc vous avez raison sur ce point-là. Alors en revanche, en termes de stratégie, et là où vous avez faux, statistiquement, c'est que le recours qui marche le mieux et depuis le plus longtemps, c'est le recours contre la réglementation. C'est-à-dire, alors je parle vraiment pour le cas français, hein, parce que les procédures sont différentes selon les États, mais dans le cas français, aller devant le juge administratif en lui disant tel arrêté, tel décret, telle réglementation est insuffisante et ne correspond pas aux engagements de la France au terme du droit international, ça fonctionne. C'était d'ailleurs... je l'ai mis après, je crois. C'était d'ailleurs le sens de l'arrêt du Conseil d'État dans l'affaire de Grande-Synthe, qui a été très médiatisée il y a quelques mois. La deuxième possibilité, donc c'est celle que vous avez privilégiée, c'est effectivement celle d'engager la responsabilité des collectivités publiques. Alors là, j'ai mis principalement des États parce que c'est ce qui est statistiquement fait le plus souvent, mais de plus en plus, les requérants engagent aussi la responsabilité des collectivités locales. Considérant que leur action est insuffisante ou inefficace contre le réchauffement climatique. Et là, alors pendant longtemps, ça a été très inefficace, ce genre de stratégie, précisément parce que le juge, très souvent, ne reconnaissait pas sa propre compétence, refusait d'être compétent sur ses affaires, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas expliquer ici. Mais il y a eu un tournant, un vrai tournant, avec une affaire qui a vraiment fait grand bruit dans le monde juridique, et l'affaire Urgenda, qui a été rendue d'abord par le tribunal de première instance, un tribunal de La Haye aux Pays-Bas, et puis qui allait jusqu'à la Cour suprême des Pays-Bas, où en fait le juge néerlandais a été le premier à reconnaître effectivement, donc en 2015, en première instance, la responsabilité de l'État néerlandais pour défaut dans son action contre le réchauffement climatique. Et donc le juge a enjoint le gouvernement néerlandais à accentuer la lutte contre le réchauffement climatique. Donc cette deuxième stratégie est porteuse, et elle a été porteuse aussi en France. Ça, c'est typiquement ce qui s'est passé dans notre affaire à tous. Et puis troisième stratégie, alors qui avait tendance à ne pas marcher jusqu'à très 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 récemment, c'est la stratégie qui visait à engager la responsabilité notamment des multinationales, des grands groupes pétroliers, etc. Donc engager la responsabilité civile de ces entreprises émettrices de gaz à effet de serre. Et là, le tournant, quand je vous disais qu'il est très récent, en fait, il date il y a quelques mois en arrière, de mai 2021, où là encore, c'est le juge néerlandais qui, pour la première fois, a réussi à aller jusqu'au bout de l'affaire en reconnaissant la responsabilité de l'entreprise Shell et en lui donnant une obligation de résultat en matière de réduction effective de ses émissions de gaz à effet de serre, puisque le juge a indiqué que Shell devait diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019. Donc voilà des affaires qui commencent à marcher et qui probablement vont faire boule de neige. En tout cas, dans la deuxième stratégie, c'est précisément ce qu'on observe, un effet boule de neige, de juge à juge, d'État en État, avec une forme de dialogue entre les juges qui semble s'encourager finalement dans ces logiques-là. Alors, quatrième et dernier sens de la justice climatique, et j'en finirai par là. Donc, finalement, est-ce que le droit est véritablement un outil permettant de protéger spécifiquement l'environnement menacé par le réchauffement climatique? Donc, est-ce qu'il y a des solutions juridiques pour protéger la nature elle-même contre les effets du changement climatique anthropique? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux concepts juridiques, parce qu'ils sont véritablement nouveaux, sont complètement en émergence. Et on a vraiment une forme d'ébullition de la communauté juridique en la matière, là aussi qui utilise beaucoup la comparaison avec ce qui se fait dans d'autres États pour essayer de voir si les concepts qu'on développe dans d'autres États pourraient être rapatriés, en l'occurrence en France. La réponse n'est pas toujours oui.
Alors, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on voit émerger certains concepts, certains mécanismes qui sont destinés à gérer différemment certains éléments de la nature, et notamment, je pourrais répondre à vos questions, je ne vais pas le développer là, mais notamment la question des communs environnementaux qui pourraient être gérés différemment, sachant qu'on pourrait mettre dans les communs aussi, et c'est notamment une stratégie d'une association américaine dans un grand contentieux américain, cette stratégie qui vise en fait à faire reconnaître l'atmosphère comme ce qu'on nous on appellerait un commun. Donc les Américains parlent plutôt de public trust, c'est-à-dire un bien qui est en fait commun, mais qui est en fait géré par l'État, et que l'État fédéral, en l'occurrence aux États-Unis, devrait protéger contre des pollutions abusives, en l'occurrence contre des émissions excessives de gaz à effet de serre. Donc voilà ces concepts qui sont en émergence et qui pourraient être très utilement utilisés pour faire évoluer la protection de certains éléments de la nature, et notamment l'atmosphère en l'occurrence. Et puis on observe également l'émergence de concepts et de mécanismes qui sont destinés à protéger la nature elle-même, et notamment un mouvement qui est en plein développement, qui est celui visant à réfléchir à l'attribution de droits spécifiques à des éléments de la nature, à attribuer une personnalité juridique à la nature en lui attribuant des droits propres. Et là encore, on s'inspire de pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Inde ou la Bolivie ou l'Équateur, dans lesquels soit les législations, soit les juges ont reconnu effectivement une personnalité juridique à certains éléments de la nature. Et on pourrait finalement se poser la question maintenant, d'où la dernière question. On vous propose, après avoir été requérant, de basculer du côté du législateur et donc d'attribuer des droits. On vous a proposé 4 éléments naturels à qui vous pourriez attribuer des droits. Donc, si vous deviez en choisir un, est-ce que ce serait les montagnes, les fleuves et cours d'eau, les forêts ou l'air? En priorité. On voudrait les 4, mais en priorité. Si vous étiez législateur, vous donniez un droit de manière prioritaire, à qui est-ce que vous l'attribueriez? Alors, on voit que ça bouge. Les forêts tiennent la corde. L'air, l'air, donc les forêts autour de 34%, ouais. Un tiers les forêts, un tiers l'air pour l'instant. Les montagnes perdent du terrain. sont encore dans la course, mais... Et les forêts montent. Donc c'est les forêts en priorité pour vous, qui devraient avoir des droits et pouvoir être défendus. L'eau monte. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Tous ces éléments, alors l'air est un peu à mettre à part, mais effectivement, dans d'autres pays que la France, tous ces éléments ont pu recevoir une consécration juridique et des droits spécifiques. L'air a plutôt tendance, ou l'atmosphère a plutôt tendance à être reconnue comme un commun, et pas nécessairement à recevoir de droits en tant que bien propre. Je terminerai juste par ça. En fait, ce qui est intéressant dans tous ces concepts, c'est que ces derniers concepts, c'est qu'on quitte finalement une conception du droit qui est très anthropocentrée, qui est le droit comme outil au profit de l'homme, pour arriver de plus en plus et faire émerger de plus en plus un droit qui serait véritablement au profit d'autre chose que nous, c'est-à-dire en l'occurrence de la nature. Je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sabine et Thierry. Donc à la fois ces interactions qu'on a eues via les questions et puis la passion de nos intervenants fait qu'on arrive déjà au terme de cette conférence. Je vous propose qu'on essaye de respecter le temps qu'on s'était donné, donc de terminer à 20h. Et en revanche, ça génère, j'imagine, beaucoup de frustration sur les échanges et les questions. Donc pour ceux qui sont à distance sur le chat, je vous invite à les poser. Et puis, je pense que Sabine et Thierry sont prêts à rester un peu après pour ceux qui auraient des questions et qui voudraient leur poser hors micro, après la conférence, venir un peu ici, mais pour que ceux qui ont besoin de partir puissent partir. Et en revanche, je vais donner la parole à Delphine, de l'équipe de l'agence Capitale Verte, puisque vous savez qu'un des mantras, une des idées de cette année Capitale Verte, c'est de dire il y a de la connaissance, on pense, mais c'est pour faire le lien avec l'action. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Donc, moi, je vais vous présenter les défis de Capitale Verte. Puisque justement le triptyque de Capitale Verte, c'est je pense, donc grâce à la science notamment, je rêve pour se projeter vers des futurs souhaitables, et j'agis par la participation citoyenne.
Donc la manière de vous proposer de vous impliquer sur tout le territoire grenoblois et d'agir, ce sont des défis qui sont lancés à des institutions, des associations, des citoyens, des entreprises, des collectivités. Et donc, ces défis sont au nombre de 54 et ils ont été co-construits entre les 3 collectivités. Donc, c'est vraiment l'originalité de cette démarche de Capitale Verte sur toute l'année 2022, sur tout le territoire. Donc là, les deux défis, enfin les 2 thèmes auxquels les défis se rapportent avec les thématiques de la conférence scientifique de ce soir, c'est le climat. Donc dans le climat, nous avons différents défis à vous proposer. Tout d'abord, pardon. Donc le premier défi dans le climat, c'est s'informer et prendre conscience. Donc c'est-à-dire comprendre déjà avant d'agir. Le deuxième défi, c'est calculer notre empreinte carbone. Et là, donc, sur le site Green Grenoble, dont je vais vous donner les coordonnées, le calculateur carbone, ça y est en place. Le troisième défi, c'est je passe à l'action, puisque pour arriver à nos fins, il faut que collectivement, tout le monde s'engage sur le territoire. Le quatrième défi, c'est d'organiser des événements éco-responsables. Dans l'année 2022, on aura plus de 500 événements labellisés Capitale Verte. Et donc, on demande aux organisateurs de limiter la production de déchets, d'encourager les transports en commun, de proposer une alimentation locale et de faire qu'un événement soit qualifié d'éco-responsable. Là aussi, sur le site, on a une grille de labellisation. Et enfin, le dernier défi, c'est embarquer tout le monde par des supports originaux pour donner envie, que ce soit par la culture, le théâtre, des jeux, des bandes dessinées, des vidéos, et d'aller vers tout type de public et pas seulement des publics convaincus et avertis. Ensuite, sur le thème des inégalités, les problématiques complexes que l'on a vues ce soir sont illustrées dans le thème inégalité, dans le défi qui s'intitule « Solidarité avec les pays les plus impactés ». Et là, comme action, on propose de participer à des actions de solidarité avec les personnes impactées par le changement climatique ou organiser des apports de connaissances sur les causes des migrations et leurs liens avec les enjeux climatiques. Donc, vous retrouvez toute la liste de ces défis sur le site greengrenoble2022.eu. Et donc, je vous encourage à vous y inscrire. Ça permet une labellisation, ça permet une visibilisation et puis un catalogue des ressources aussi qui a été co-construit. Il y a eu un gros travail de co-construction entre les 3 collectivités pour fournir des ressources pour atteindre ces défis. Et enfin, donc, je rappelle quelques rendez-vous à venir, même si certains ont déjà été dits au début de cette séance. Donc demain, à l'initiative de la MNEI et de la CIPRA au Muséum de Grenoble, une conférence sur les dérèglements climatiques en lien avec le spectacle Mort d'une montagne qui a eu lieu ces 2 derniers jours. Ensuite, du 28 au 30 janvier, partout en Isère, la fresque du climat s'invite chez vous. Donc là, je vous invite vraiment à vous inscrire parce que les organisateurs ont besoin de remplir leurs ateliers et il reste beaucoup de place, surtout sur Grenoble. Le 3 février, une conférence vers une société bas carbone organisée à Grenoble INP. Et puis ensuite, le 3 février, puisqu'en février, on va passer sur le thème de la qualité de l'air. Le 3 février, la conférence dont on a parlé au Café des Arts. Et le 11 février, un café-débat aussi partenariat entre le Conseil scientifique et Un euro ne fait pas le printemps. Donc le programme de l'année va être très très riche et très très dense. Donc je vous invite à vous inscrire et dans les défis et dans les événements de Capitale Verte. Merci. Merci beaucoup Delphine. Et je ne résiste pas à un lien à faire avec un rendez-vous qui est dans plus longtemps, fin juin, le Forum Bien Vivre, qui sera sur le dessin que Thierry nous a montré tout à l'heure, cette construction de l'espace juste et sûr de l'humanité entre plancher social et plafond environnemental. Donc c'est presque un teaser, ce rendez-vous, pour ce temps où on passera 3 jours à essayer de débattre de cette question et à trouver des solutions. Donc c'est 29-30 juin, 1er juillet. Merci beaucoup à nos intervenants pour la richesse de leur contenu. Et puis, donc, n'hésitez pas à leur poser des questions pour ceux qui sont dans la salle et à poser des questions sur le chat. On a beaucoup de retours positifs sur le chat aussi. Donc, merci à vous.
Et à très bientôt donc, pour la suite de cette riche programmation.